Zone Europe sur Sensation, avec le soutien financier du Fonds citoyen franco-allemand. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation, en association avec TV78, un numéro spécial franco-allemand. Pour cette émission, je suis avec les Sensa reporters qui ont répondu à l'appel de candidature cet été pour une émission avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Il y a par exemple Amélie, Kai, Esther de Radio Klambert à Aschaffenburg, où nous aurons l'occasion d'aller pour un prochain numéro. Alors je crois que l'une d'entre vous parle un petit peu français. Alors comment s'est passé ce séjour en France ? Le 3 jours à France est très super. J'aime visiter Radio Sensation. Oui. Vous êtes notamment aussi allé interroger des Français sur les clichés qui entouraient les Allemands. On regarde tout de suite ce que ça donne. Et quelle image avez-vous des Allemands ? Quelles sont les idées reçues que vous avez sur les Allemands ? Ils ont un ton assez agressif, voire énervé. En France, j'en ai pas entendu, mais de manière générale, les clichés, il en existe partout. Mais moi, de mon côté, j'en connais pas et j'en ai pas entendu parler. C'est pas des clichés, c'est des résultats de situation, politiques et autres. Que c'était nos ennemis il y a très longtemps, voilà, c'est tout. À part qu'ils sont un peu froids et même que leur langue elle paraît très agressive, je sais pas vraiment ce qu'ils pensent en fait. Par contre, je sais c'est plutôt amélioratif, j'imagine, c'est qu'ils sont très travailleurs et donc très investis dans leur travail. Primordial et même indispensable pour entretenir l'amitié franco-allemande et lutter contre les idées reçues. Ce sont les jumelages, je le disais, vous êtes originaire d'Aschaffenburg, ça se trouve en Bavière, en Allemagne, donc, et cette ville est jumelée avec Saint-Germain-en-Laye. Dans les Yvelines, vous avez posé quelques questions à Christina Lang de Zotti, elle est vice-présidente du jumelage entre Saint-Germain-en-Laye et Aschaffenburg. Zwischen französischen und deutschen Städten Il y a 2200 jumelages entre des villes françaises et des villes allemandes. Nous avons interviewé Christina Lang de Zotti, la vice-présidente du jumelage entre Saint-Germain-en-Laye et Aschaffenburg. Mais un jumelage, à quoi ça sert ? Aber wofür ist eine Partnerschaft? Alors, un jumelage, globalement, je dirais, ça sert à promouvoir la coopération communale par-delà des frontières nationales et à encourager les échanges autour de la culture et l'économie. Il permet ainsi de favoriser les rapprochements entre plusieurs cultures. On recherche un partage des valeurs et des pratiques et de la mise en place d'échanges de bons procédés. J'ajoute que historiquement, les jumelages franco-allemands ont été un moyen local de rapprocher les populations, même si c'est un peu oublié aujourd'hui. Les 60 ans du traité d'Élysée, nous le rappellerons l'année prochaine. Et quel type d'échanges sont proposés ? À Aschaffenburg, c'est un jumelage de villes qui concerne avant tout les deux villes, Saint-Germain-en-Laye et Aschaffenburg. Ici, elles sont très actives, comme dans ce cas. Elles organisent des projets communs, que ce soit des échanges entre leurs employés ou apprentis, ou par le biais du programme d'Erasmus+. Nous avons la Maison d'Europe ici, la chance de l'avoir, où ils organisent d'une façon plus ambitieuse des rencontres d'échanges de bonnes pratiques, comme j'ai déjà dit, et sur des projets similaires. Ensuite, nous avons le côté citoyen, représenté par l'Association des Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye à Aschaffenburg, et dont je suis la vice-présidente. Son but est, comme évoqué, d'organiser des rencontres des membres allemands et français pour mieux se connaître et de faire des projets ensemble. Nous nous retrouvons bien sûr tous les 5 ans pour fêter notre anniversaire, mais il y avait plusieurs rencontres. En 2016, nous sommes également donné rendez-vous sur les champs de bataille de la Grande Guerre. En décembre 2017, nous avons accompagné notre chœur Saint-Germain à Aschaffenburg, où il a donné un très bon concert de Noël avec le Kantorei-Chor à Aschaffenburg. Et nous avons profité de cette occasion pour retrouver nos amis du Freundeskreis et de visiter leur traditionnel marché de Noël. Et finalement, en novembre 2019, nous nous sommes retrouvés à Berlin pour fêter ensemble les 30 ans de la chute du mur de Berlin.
De façon générale, nous proposons des échanges scolaires entre les différents collèges et lycées qui sont directement organisés par les collèges et lycées eux-mêmes et non pas par les amis du jumelage. Des échanges sportifs, comme par exemple les randonneurs, des cyclistes, des groupes de natation, comme j'ai déjà dit, des musiciens, comme les chorales, et des groupes professionnels, comme des pompiers et les employés de nos deux mairies, comme évoqué dans le cadre du programme Erasmus+. Ils ont ainsi la possibilité de pratiquer leurs activités dans un cadre commun et découvrir une ville et son mode de vie et partager leurs expériences et leur culture. Pourquoi vous êtes investi dans un jumelage ? Je suis arrivée à Saint-Germain et entre-temps, c'est un petit peu devenu ma ville. Je me sens très bien à Saint-Germain-en-Laye. Et du coup, je me suis tournée naturellement vers l'investissement dans un jumelage, car je connais parfaitement les deux cultures. Et le partage des valeurs et le rapprochement des cultures est depuis toujours quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Un jumelage, c'est un truc de vieux ? Comment attirer les plus jeunes ? Là, vous abordez un vrai challenge. Il faut dire qu'avec les longues journées scolaires pour les Français, pour les élèves français, c'est pas facile de mobiliser en plus du temps et de l'énergie pour s'investir dans un jumelage. Par ailleurs, un jumelage, ça motivait la génération qui avait une conscience de la guerre en Europe. Cela paraissait désormais impossible. Malheureusement, ce n'est plus vrai et les jumelages transeuropéens sont plus que jamais une nécessité. Pour les jeunes qui participent, les jumelages sont bien dynamiques. Je vous encourage d'ailleurs à visionner des vidéos du groupe de hip-hop franco-allemand Zweierpasch, double 2 en français. Ils chantent dans les deux langues et ils ont gagné le prix Adenauer de Gaulle. C'est très jeune, très enthousiasmant et c'est l'occasion de le faire connaître un peu plus. En ce qui concerne le jumelage entre Aschaffenburg, le recrutement des jeunes est une des priorités de la présidente Regina Lecointe. Elle n'a cessé de trouver des idées pour attirer les jeunes. À l'intérieur du jumelage via des séances cinéma organisées avec les lycées et en plus à travers des projets communs organisés entre les lycées des deux villes. Par exemple, en novembre, des éco-délégués d'un lycée de Saint-Germain rencontreront leur homologue d'Aschaffenburg lors d'un voyage commun des deux villes à Strasbourg. Donc je suis convaincue que ce travail inlassable portera ses fruits et en tout cas, il plante la graine pour la future élève. Zone Europe. Le but de cette émission, c'est aussi d'apprendre à mieux se connaître et l'équipe de Radio Klangbrett est allée vous demander si vous connaissiez bien les artistes allemands. Connaissez-vous des artistes allemands ? Alors je connais pas d'artistes, mais mon copain il en écoute. C'est principalement du rock allemand, mais sinon, je sais pas, Ghost Kid, je crois qu'il chante en allemand, mais c'est la seule personne. J'étais plus jeune, c'était surtout du rap allemand. Je crois que l'artiste s'appelle Bushido. C'est tout ce dont je me rappelle. Non, j'en connais pas. Mais comme l'Allemagne fait partie des puissances mondiales et c'est une grande puissance économique, forcément il y a des grands artistes. Tokyo Hotel de mon époque, voilà. Donc c'est vrai que c'était surtout mon frère qui écoutait ça. Et puis il me semble qu'il y avait Tattoo aussi. Voilà, donc ça c'était de la musique de ma jeunesse, on va dire. Et puis après, sinon, ça m'est déjà arrivé d'écouter du rap allemand, mais je ne saurais pas vous dire les noms des groupes. J'aimerais connaître, mais malheureusement, je ne connais pas. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais chercher à connaître. Wagner. Et l'équipe de Radio Klangbrett a voulu aussi en savoir un petit peu plus sur vos connaissances en matière de sportifs allemands.
Connaissez-vous des sportifs allemands? Absolument pas, à part qu'ils ont gagné la Coupe 2014, je sais rien du tout, vraiment pas. En 86, Karl-Heinz Rummenigge, ça c'était mon joueur que je l'ai aimé. Grâce à lui, j'aime tous les Allemands. Finale, depuis quart de finale, demi-finale jusqu'à finale, il a marqué son temps. Et jusqu'à maintenant, c'est l'Atlante que les gens parlent de lui. Schumacher. Il y avait Schumacher, sinon Vettel, il est allemand lui je crois. Dans le sport, l'Allemagne figure parmi les grandes nations sportives. Et moi, je suis amoureux du ballon, du football. Du coup, je connais le Mannschaft, l'équipe nationale allemande. Et du coup, je connais beaucoup de footballeurs allemands. Et par exemple, j'aime surtout le Bayern Munich avec l'arrivée de notre stade national. Du coup, je connais pas mal de joueurs allemands, par exemple Mayer Neuer, ou encore Müller, ou encore Mesut Özil. Alors, il y en a un, c'est peut-être pas un Allemand, Beckenbauer, c'était un Allemand. Hein, c'est un très grand footballeur. Et c'est de mon époque, de ma jeunesse. Bon, je crois qu'il y a encore quelques efforts à faire. Nos autres Sansa reporters sont Laurie Simonet et Théo Gagnage de l'HEJ. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous avez notamment accompagné le groupe de Radio Clangbret au cours de ce séjour pour recueillir leurs impressions. Alors effectivement, nous les avons suivis lors de la visite de la maison Jean Monnet à Bazoches sur Guyonne. Jean Monnet, donc l'un des pères fondateurs de l'Europe. Regardez. Nous sommes dans le berceau de l'Union européenne. C'est ici que Jean Monnet, illustre personnage français, aura passé de nombreuses années de sa vie tout au long du XXe siècle. Il y aura reçu Robert Schuman, personnalité française avec qui il a initié les prémices de l'Europe. Mais malgré ça, malgré toutes ses bonnes actions, il reste pour l'instant un personnage peu connu de tous. Et c'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses pour les autres, en sachant que c'est un monsieur qui travaille toujours dans l'ombre. Et je trouve c'est dommage qu'on ne connaît pas plus de Jean Monnet globalement, de tout ce qu'il a fait pour nous. Alors ici on mêle le passé et le futur, le passé par des peintures, des objets que Jean Monnet a pu utiliser tout au long de sa vie, et le futur avec des tablettes tactiles, des écrans géants, des petits jeux qui permettent de découvrir un peu plus sur la vie du politique français, de quoi impressionner les visiteurs présents. Pour être honnête, je n'avais jamais entendu parler de Jean Monnet avant aujourd'hui. C'est vraiment incroyable d'être dans l'endroit dans lequel il a vécu. C'était un homme humble, mais aussi un visionnaire qui était l'un des pères fondateurs de l'Union européenne. L'UE est d'ailleurs un des plus grands projets réalisés aujourd'hui. Je suis donc ravie qu'on soit venu ici et qu'on ait appris à connaître cette personne. Cette maison Jean Monnet est située dans la commune de Bazoches sur Guyonne, et plus précisément dans le hameau de Oujaret. Elle est ouverte 7 jours sur 7 et l'entrée est gratuite. Plus d'informations sont à retrouver sur le site internet jean-monnet-europe.eu. Et puis, autre découverte pour les jeunes d'Aschaffenburg, c'est France Miniature à Elancourt. En effet, c'est un parc de 5 hectares dans lequel elles ont pu découvrir 117 monuments français. L'occasion de faire le tour de la France en seulement quelques heures. Visiter la France dans une seule et même journée, oui, c'est possible et c'est ici au parc France Miniature à Elancourt dans les Yvelines. Tout a commencé en 1989 quand Alain Pelleras et Thierry Coltier ont décidé de représenter le patrimoine français dans un seul et même endroit. Au final, c'est en mai 1991 que le parc a ouvert ses portes aux visiteurs. Alors France Miniature, c'est une occasion de découvrir en une journée tout ce que la France compte de plus beau. À pied, vous allez pouvoir vous promener du Mont-Saint-Michel au Stade de France, faire quelques pas pour rejoindre le port de La Rochelle et Fort Boyard par exemple, et puis aller chercher le soleil en Méditerranée. On va découvrir parmi 117 monuments qui sont réalisés au 1/30e tout ce qui est le plus beau dans nos régions de France. L'idée, c'est vraiment de proposer à nos visiteurs une balade sympathique en famille avec un décor ludique et amusant.
Au total, 117 monuments sont représentés en 30 fois plus petits que leur taille réelle. Parmi eux, la Tour Eiffel, le château de Chambord ou encore le Mont Saint-Michel. Chaque année, de nouvelles maquettes font leur apparition dans le décor et séduisent les visiteurs. Je pense que le parc est vraiment bien, mais ce n'est pas la vraie France. Je préfère les grands monuments, même s'il y a beaucoup de répliques. C'est ma première fois en France, donc tout était presque nouveau pour moi, à part la Tour Eiffel. Ce que j'ai adoré, ce sont les châteaux anciens qui étaient en quelque sorte en ruine. Mais j'ai aussi apprécié les monuments plus modernes, comme le Stade de France par exemple. Tous les ans, France Miniature compte environ 200 000 visiteurs et propose en plus des activités comme des manèges, des attractions et des expériences interactives. Réouverture le 8 avril prochain. Zone Europe. Dès lundi sur Radio Sensation, c'est une semaine spéciale franco-allemande que nous vous proposerons avec une série de rencontres et d'interviews. Nous allons en découvrir quelques extraits et on commence par Hans-Dieter Lucas, il est ambassadeur d'Allemagne en France. Je pense que le traité d'Aix-la-Chapelle a encore élargi le champ d'action entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne la coopération entre nos deux sociétés civiles, y compris la jeunesse, et le Fonds citoyen. Donc c'est vraiment, à mon avis, déjà maintenant, donc il est clair que c'est une mesure, une initiative très réussie parce qu'avec ce fonds, on peut vraiment soutenir beaucoup de contacts très informels, n'est-ce pas, entre des initiatives en France et en Allemagne. Donc ça vraiment, c'était une excellente idée donc, de créer ce fonds. Et en plus, n'est-ce pas, aussi renforcer donc le travail de l'OFAGE. Car c'est vraiment la base, n'est-ce pas, des relations franco-allemandes. Ce sont les contacts entre les gens, entre les peuples, entre les sociétés civiles. Ça, c'est pour élargir un petit peu cette amitié qui ne doit pas être qu'institutionnelle et que, entre guillemets, entre les gouvernements, les assemblées, mais que l'ensemble des citoyens s'emparent aussi de cette question. Absolument. À mon avis, c'est vraiment la base de la relation franco-allemande, y compris les jumelages, n'est-ce pas, entre les communes, les villes, les régions. À mon avis, c'est tout à fait central. Donc, les contacts entre le gouvernement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il nous faut vraiment aussi donc, des milliers de contacts entre les Français et les Allemands, les jeunes, les plus âgés, dans tous les niveaux. Un autre extrait, à présent, on retrouve Frank Groninger, auteur de 12 Frankreich, Les aventures d'un Allemand à Paris. C'est aux éditions Alter Publishing. En fait, l'idée est venue d'un carton que j'ai trouvé, que je voulais ranger parce qu'on a vendu la maison familiale. Et dans ce carton, j'ai trouvé une carte postale de mon grand-père. Voici la carte postale, qui a donc vécu avant la Deuxième Guerre mondiale et qui a vécu à Paris. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce parcours. Et je me suis dit, ça fait quand même 25 ans que je suis en France, donc j'ai un peu voulu faire le point et j'ai commencé à écrire. Alors, mais d'abord, repartons en arrière, vous l'avez dit. Donc, vos grands-parents vécurent déjà en France avant vous. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire en France ? C'est mon grand-père qui a travaillé en France parce qu'il travaillait pour un juif et les Allemands avaient les nazis au pouvoir, donc il a quitté la France. Mais ils ne sont pas restés très longtemps parce que quand la guerre a commencé, il fallait rentrer en Allemagne pour ne pas être interné. Donc, et ils n'en parlaient pas tellement parce que je pense par pudeur. Donc c'est comme un mystère qui est resté là-dessus. Ils étaient restés combien de temps en France, vos grands-parents ? 4-5 ans, pas beaucoup. Hein. Bah, si, quand même beaucoup pour l'époque. Pardon. Alors quand on est un petit Allemand en Allemagne, quelle image on a de la France, du pays d'à côté ? Un petit Allemand dans les années 70, hein, donc il n'y a pas Internet, etc. Donc c'était très cliché, glamour. Ce que j'ai connu, c'est Mireille Mathieu comme chanteuse. Voilà, ça reste très cliché quand même. Les jumelages, on en parlait tout à l'heure, on y reviendra avec Denis Lemarchand, il est maire adjoint à Elancourt. Elancourt, justement, une ville jumelée avec deux communes allemandes, Laubach et Grafenhain-Niche.
En 2023, ce sera les 60 ans du traité de l'Élysée qui avait été signé donc, entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Une année particulièrement importante donc l'année prochaine pour tous les jumelages franco-allemands, puisque ça a été un peu, ce traité de l'Élysée, le point de départ finalement de cette dynamique. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce traité ? Alors tout à fait. Bon, clairement, l'objectif fort de ce traité était de rapprocher les peuples. Et puisque donc ces deux grands personnages que sont donc, Général de Gaulle et Konrad Adenauer avaient bien perçu que en étant voisins et en étant en combat quasi permanent, 1870, 14, 18 et 39, 45, ça ne pouvait pas continuer comme ça, et que la seule solution pour stopper cet engrenage, c'était de rapprocher les peuples. Et donc l'idée essentielle de ce traité de l'Élysée, c'est de mettre en place des structures qui permettent effectivement aux gens de se rencontrer. Et donc ça a débouché, comme vous l'avez finement signalé, sur les jumelages, mais c'était un des objectifs, ça n'était pas le seul, mais l'objectif principal, c'était le rapprochement des peuples, alors à la fois sur les plans économiques, culturels, sportifs, etc. Et donc, autant une compétition sportive ne pose aucune difficulté, autant le rapprochement des peuples est indispensable. Et pour ça, la bonne solution, c'est que les gens se rencontrent directement. Est-ce que 60 ans après, on peut dire que ça a été un succès, ce traité de l'Élysée ? Alors pour moi, la réponse est oui, ça a été un succès, puisque c'est ce qui a conduit derrière à la création de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe est née effectivement avec 6 pays, comme vous le savez, dont la France et l'Allemagne, l'Italie et puis le Benelux. Et ça a été effectivement un moment très fort parce que et a débouché sous le travail qui a été fait par Jean Monnet, qui habite tout près d'Élancourt d'ailleurs, qui habitait tout près d'Élancourt, a lancé effectivement ce qui est devenu au départ la communauté économique du charbon et de l'acier. Et en fait, là, c'était donc le volet économique qui avait été mis en valeur, mais qui, là aussi, s'appuyait sur un rapprochement à la fois des entreprises et des personnes qui travaillaient dans les entreprises. Puis façon Top Gun, mais sans Tom Cruise, car il n'était pas disponible, c'est notre journaliste Jesse Willens qui s'est rendu à la base aérienne 105 à Évreux pour nous faire découvrir l'escadron franco-allemand de transport. Nous sommes à l'escadron franco-allemand C-130J à Évreux qui a été inauguré en mars 2021 et je suis avec le lieutenant-colonel Mike, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous êtes arrivé sur la base, comment s'est passée votre arrivée justement sur cette base militaire ? Je suis arrivé ici à la base 105 en avril 2021 et j'ai commencé à travailler. Nous avons ouvert l'élément de soutien national en avril avec l'aide de la partie française et nous avons continué à préparer l'arrivée des soldats allemands ici à Évreux. Et comment s'est passée l'adaptation avec les militaires français sur la base ? Ce n'était pas du tout un problème, car ici, à Évreux, nous avons reçu un soutien incroyable du camp, mais aussi de la ville. On était en toute tranquillité et nous nous sommes sentis très à l'aise dans la région dès le début. Nous avons pu commencer notre travail avec beaucoup de soutien, et cela dès notre arrivée. Est-ce que vos familles ont pu vous suivre justement quand vous êtes partis pour venir en France ? La plupart des familles ne sont arrivées que le 21 août. Nous parlons d'environ 20 familles qui sont arrivées ici, à Évreux. Ces familles ont ensuite amené leurs enfants à l'école et c'était bien sûr un défi pour elles, mais surtout pour les enfants qui devaient apprendre le français. On a eu des problèmes relativement gérables. C'était surtout avec la barrière de la langue. Mais comme je l'ai dit, nous avons reçu du soutien incroyable de la part de la base, mais aussi des écoles. Après la première année, nous pouvons maintenant dire que l'intégration s'est extrêmement bien déroulée. Nos enfants parlent de mieux en mieux le français et les conversations deviennent de plus en plus fluides. Et quels sont les avantages d'un escadron franco-allemand ? Quels sont les objectifs ?
Les objectifs et les principes de cet escadron sont basés sur l'amitié et sur la coopération. Et son avantage est bien évidemment le fait qu'il soit binational. Ici, nous avons 10 avions, c'est une petite flotte donc, mais nous opérons ensemble, car nous avons différents niveaux d'expérience. Le but est d'apporter aux autres, d'apprendre les uns des autres, et bien évidemment de faire preuve d'unité en matière de sécurité et de défense entre la France et l'Allemagne. Quel a été votre ressenti face à la création de cet escadron franco-allemand ? J'ai découvert la création d'un relais binational en 2016 et j'ai trouvé le projet absolument intéressant. J'avais postulé à ce moment-là et je pense que c'était la bonne décision. À Évreux, nous essayons de mener à bien ce nouveau projet et je vous assure qu'ici, Allemands ou Français, nous sommes tous très engagés. Des interviews à retrouver en intégralité lors de la semaine spéciale franco-allemande sur Radio Sensation. Ça se passera du 5 au 9 décembre à 13h30 et à 19h30. C'est la fin de ce Zone Europe, également consacré aux relations franco-allemandes et réalisé avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. À bientôt pour un nouveau numéro. Zone Europe sur Sensation, avec le soutien financier du Fonds citoyen franco-allemand.